m'appelle Laurent Bertineau. Je vais vous parler de la modélisation de la dérive des icebergs en mer de Barents. C'est un exposé d'Inti Sarkegouche qui, avec moi, travaille au centre Nansen pour l'environnement et la télédétection. Donc, je vais vous parler de nos motivations, pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude, je vais vous parler de la définition des icebergs, des observations d'icebergs. Ensuite, je vais vous parler d'un système de simulation, d'un modèle, de la climatologie qu'on en a déduite et quelques perspectives. Donc, on commence par l'été 2008, quand pour la première fois, il y avait le passage du nord-ouest et le passage du nord-est qui ont été ouverts tous les deux à la navigation, ce qui a stimulé beaucoup d'articles de journaux et en particulier l'idée de pouvoir explorer le pétrole et le gaz dans l'Arctique, de faire du transport à travers les routes de l'Arctique et aussi, pourquoi pas, du tourisme. Mais les icebergs sont un danger, une menace pour les bateaux et pour les installations offshore. Donc, rien qu'en mai 2003, à un endroit qui s'appelle le Deposit Stockman, les compagnies pétrolières ont observé pas moins de 109 icebergs au mois de mai. Et c'était beaucoup trop pour penser à une exploitation de pétrole qui soit au long terme. Et donc se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment travailler en mer de Barents ou est-ce que c'est impossible? Et pour pallier aux observations qui sont assez éparses, eh bien, on peut livrer quelques études de modélisation pour comprendre quelles sont les tendances, quelles sont les perspectives. Donc, les icebergs. Un iceberg, c'est une grosse pièce de glace d'eau douce, qui s'est détachée d'un glacier qui mesure au moins 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ils viennent en différentes formes. Donc, vous voyez des exemples ici d'icebergs en table, en pic, etc., etc., en dôme. Et ces icebergs, en fait, prennent différentes formes suivant leur état d'érosion. Et ce qui érode le plus les icebergs, ce sont les vagues. Les vagues donc frappent les icebergs et peuvent couper de petits bouts de glace régulièrement. Et donc couper des morceaux d'iceberg sur le côté, ça change sa forme, ça change son centre de gravité et donc ça fait que l'iceberg peut rouler et ce qui peut poser un grand danger s'il y a des bateaux à proximité de l'iceberg. Donc on va chercher à s'intéresser au mouvement de l'iceberg. Donc vous voyez un iceberg qui a sa partie émergée, sa partie immergée sous l'eau. Donc la partie émergée va être soumise à l'action du vent. La partie immergée, qui est beaucoup plus grande, va être soumise à l'action des courants. Et l'iceberg est aussi sensible à la pente de la surface de la mer, à la pression exercée par les vagues et aussi par la glace. Quand l'iceberg est entièrement cerné par les vagues, eh bien, il a tendance à se déplacer avec la glace. Pardon, cerné par les glaces, je dis. Donc, quelles observations avons-nous des icebergs? Eh bien, il y a eu des campagnes en bateau, en avion, qui ont donc pris quelques mesures. Donc, on sait que les icebergs en mer de Barents, que vous voyez ici à droite, ont une taille moyenne de 90 mètres sur 60 mètres sur 15 mètres. Et les plus grands peuvent avoir une taille de 300 mètres. Ils se déplacent à une vitesse de 10 ou 20 cm par seconde. Et on en a vu se déplacer jusqu'à 1,4 m par seconde. Donc sur la carte de droite, vous voyez différents glaciers indiqués sur cette carte de l'Institut polaire norvégien. Et ce sont des glaciers desquels les icebergs se détachent. Pour faire nos simulations, nous avons utilisé un modèle d'océan et de glace, un modèle couplé, donc, qui s'appelle Topaz. Je vous passe donc les détails techniques, mais c'est un modèle qu'on utilise de manière gigogne avec
un grand modèle qui simule les courants de grande échelle dans tout l'Atlantique et l'Arctique, et un autre modèle plus petit, mais à plus haute résolution, qui couvre notre aire d'étude, la mer de Barents. Donc on a fait tourner ce modèle sur une simulation longue, d'août 1985 jusqu'à janvier 2006, pour donner des conditions au mouvement des icebergs. Donc, quelles sont ces conditions? Voilà un exemple, les conditions de courant. Ici, on voit en couleur la vitesse du courant moyennée de avril à juillet 1990 et moyennée sur les 60 premiers mètres de profondeur. Donc, ce sont les courants qu'on s'attend à avoir une action sur les icebergs. Et les courants, vous voyez, en fait, ont des parcours très compliqués et une vitesse qui peut monter jusqu'à 10 cm par seconde. Ensuite, à part des courants, il y a donc la glace, qu'on voit ici avec la température de surface de l'eau. Donc là, il y a une couverture de glace en mer de Barents qui dépend des saisons. La glace se déplace aussi en fonction des vents et des courants. On voit aussi donc autres conditions, les vents, ici donc un exemple de vent du nord en mer de Barents. Et donc ces trois conditions vont s'appliquer sur la dérive des icebergs. Et on va voir ici quatre exemples de dérives d'iceberg, donc simulés par le modèle et aussi suivis, donc observés par des bouées posées sur quatre icebergs, donc ils sont partis à peu près au même moment, le 26 avril. Et vous voyez que le modèle arrive à retrouver les trajectoires de ces quatre icebergs, plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, la trajectoire est bonne. Et donc on va s'intéresser maintenant à la distribution spatiale et temporelle des icebergs simulés par notre modèle. Donc on a choisi les sources d'icebergs, vous voyez indiquées par des points sur la carte. Les points ont une taille qui est proportionnelle à la quantité d'icebergs qui est lâchée chaque année. Donc on a simulé des icebergs qui tombent de ces glaciers, qui vont partir dans l'eau, avec donc une distribution de poissons comme probabilité de sortie d'un iceberg. On a aussi posé une loi de probabilité sur la distribution des tailles des icebergs. Et ainsi donc, voici nos résultats. Quelle est la probabilité de rencontrer un iceberg en l'espace d'un an dans une cellule, donc un nœud de grille qui fasse 100 x 100 km. Et vous voyez que donc, dans les couleurs les plus foncées, eh bien, la probabilité est quasiment de 100%, alors qu'au sud de la mer de Barents, eh bien, la probabilité de rencontrer un iceberg est beaucoup plus faible, de l'ordre de 10%. Ensuite, on va chercher à s'intéresser à une question qui est: est-ce que ces icebergs peuvent s'accrocher au fond de l'océan? Ça peut être très important pour les industries pétrolières, par exemple, parce que ces industries vont vouloir poser des pipelines au fond de l'océan, et si un iceberg vient gratter le fond de l'océan, il peut détruire le pipeline. Donc vous voyez ici en couleur les probabilités que les emplacements soient visités par des icebergs, et vous voyez donc certains endroits sont plus probables que d'autres, surtout à proximité des glaciers d'où viennent les icebergs. Ensuite, y a-t-il plus d'icebergs l'été que l'hiver? Eh bien, nous avons fait la différence des concentrations d'hiver moins les concentrations l'été. Et vous voyez donc en bleu les endroits où les icebergs sont plus fréquents l'hiver, et au contraire, les endroits où ils sont plus fréquents l'été. Ensuite, il y a des années à iceberg, des années avec moins d'iceberg. Vous voyez donc ici deux exemples. L'année 2000, où chaque ligne représente une trajectoire simulée d'iceberg. Donc en l'an 2000 à gauche, il y en avait beaucoup moins qu'en l'an 2003 à droite. Donc 2003 était l'année où il y avait donc des observations d'iceberg ici à la concession pétrolière Stockman. Et donc si on résume ça par un graphique, une série temporelle de 1986 à 2006, on va donc mesurer l'aire détendue des icebergs, donc c'est la ligne bleue ici,
qui monte et qui descend, mais qui a plutôt tendance à descendre. Et on peut la comparer à cette autre ligne qui mesure l'étendue des glaces, non pas donc glace d'iceberg, mais glace de mer cette fois-ci, qui varie aussi suivant les années et qui semble aussi décroître de la même manière. Ces deux courbes sont bien corrélées, avec une corrélation de 0,7. Et donc on sait que la glace se retire de l'Arctique, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Et donc il semble qu'avec le repli des glaces, eh bien, les icebergs aussi semblent se replier. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'année 2003, l'année pendant laquelle l'industrie était partie en mer de Barents, était une année exceptionnelle avec beaucoup d'icebergs et beaucoup de glace. Donc pour conclure, on peut tracer une carte des trajectoires typiques des icebergs. Donc suivant leur glacier d'origine, ici numéroté de 1 jusqu'à 11, eh bien, ces icebergs vont avoir tendance à prendre certains chemins typiques qui sont donc dus à l'action du vent, des courants et de la glace. Et donc, on peut conclure aussi que les icebergs qui viennent de Franz Josef Land, c'est une île qui se trouve ici, sont ceux qui se répandent le plus dans la mer de Barents. Et donc, on a remarqué qu'il y a une grande variabilité interannuelle, variabilité d'année en année de la quantité d'icebergs et leur étendue en mer de Barents. Et ce qu'on a remarqué enfin, c'est que le modèle était capable de reproduire la grande concentration d'icebergs au sud-est de la mer de Barents en 2003. Donc, on peut dire que le modèle a été capable de retrouver la position des icebergs avec une erreur de moins de 10 km pour 10 jours de dérive. Et donc, on voudrait ensuite faire un système de prévision qui puisse donner à l'avance une indication de risque de collision avec des icebergs. Voilà. Et donc, c'était la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention.